Chers écrivains, bienvenue. Vous venez de pousser la porte du club où on discute d'écriture sans filtre. Je m'appelle Chris Vuklizevic, je suis autrice et j'ai réuni avec moi dans ce club 4 de mes amies écrivaines. Ensemble, on discute sans tabou de nos inspirations, de nos méthodes, mais aussi de nos doutes, de nos galères, bref, de tout ce qui fait la fabrique littéraire sans cacher ses côtés les moins glamour. Alors prenez un thé chaud, attrapez votre meilleur plaid et bienvenue au club. Et bienvenue dans l'épisode 17 du club. Je suis comme d'habitude avec Léa. Coucou. Laure. Salut. Marie. Hello. Et Laetitia. Bonsoir, bonjour. Alors aujourd'hui, on va vous parler des descriptions, qui est parfois la bête noire des auteurs et même des lecteurs, où vraiment c'est le truc où on se dit « Ah, allez, c'est bon, je passe des pages ». J'imagine que voilà, pour beaucoup d'auteurs, c'est comment est-ce que je décris sans balancer des informations, sans que ça soit pénible, sans que ça casse l'action. C'est tout ce dont on va parler ce soir. Mais avant ça, on va comme toujours faire un petit peu notre bilan de ces dernières semaines et vous parler un petit peu de ce qui se passe en ce moment pour nous côté écriture. Est-ce qu'on arrive ou pas à écrire? Est-ce qu'on bloque? Est-ce qu'on galère? La réponse est oui, je crois, pour finir. On commence par Léa. Ouais, alors moi, depuis qu'on a enregistré notre dernier épisode, c'était cet été, même si vous l'avez écouté en septembre, si vous nous avez écouté, parler des antagonistes. J'ai pas beaucoup écrit, la faute à des voilà, je le savais, hein, j'ai une saison d'une de mes séries préférées qui est sortie et du coup j'ai beaucoup dessiné, j'ai fait beaucoup de fan art, j'ai lu beaucoup de fanfiction, mais moi-même j'ai pas trop avancé sur mon projet. Mais je compte bien m'y remettre parce que la semaine prochaine, avec Laetitia, on part faire un petit séjour écriture randonnée. Donc voilà, j'espère que ça va me motiver pour m'y remettre et tout. Et j'ai aussi fait une masterclass de Cécile Duquesne sur les twists qui était passionnante. Voilà, donc j'ai quand même un peu travaillé. Bon, t'as travaillé de ouf en fait. Et d'ailleurs, si les twists, je me dis ça peut être un sujet sympa pour un prochain épisode. Dites-nous en commentaire si c'est un sujet qui vous intéresse. Du coup, Letty, tu vas partir en résidence d'écriture avec Léa, mais est-ce que tu as d'autres actus en ce moment? Oui, je suis trop contente déjà qu'on refasse ça parce qu'elle va avancer, je le sais. Ça a été à chaque fois extrêmement efficace, donc je pense que ça va bien marcher. Moi, j'ai plein de trucs à vous dire, je sais pas par quoi commencer. Déjà, je m'étais fait moi un petit challenge en septembre qui était de faire un TikTok par jour pour parler de mes bouquins, faire des petites blagues sur le monde enfin pas vraiment de l'édition, mais plutôt du côté auteur, lecteur et tout. Et j'ai réussi mon challenge, donc je suis trop contente. J'ai posté un TikTok par jour pendant en gros tout le mois de septembre. Et du coup, ça m'a même bien plu et je continue. Finalement, prise dans ma lancée, pour le moment, j'arrive à tenir le rythme. Je sais pas jusqu'à quand, mais en tout cas, voilà. Allez suivre Laetitia sur TikTok, on vous mettra le lien vers son compte dans la barre de description de la vidéo YouTube. Voilà, c'est beaucoup de conneries, vous verrez, ça me plaît beaucoup. En fait, ça me fait... Non, mais en fait, c'est le meilleur ça me rappelle vachement les années YouTube, en fait. Moi, j'avais fait un peu de YouTube et je peux exactement faire les mêmes genres de blagues, donc c'est trop bien. Et en même temps, j'aime plutôt bien au final, alors qu'au début, j'étais pas hyper... j'étais un peu perplexe et finalement... Quand est-ce que tu nous demandes de faire les acteurs dans tes TikTok? Vous voulez faire les acteurs dans mes TikTok? Parce que nous fûmes acteurs autrefois dans les vidéos YouTube de Laetitia. En fait, ce qui est cool avec TikTok, c'est qu'effectivement, je peux faire plusieurs rôles moi, tu vois. Et ça, c'est stylé. Je sais pas pourquoi ça se faisait moins sur YouTube, en vrai. Ouais. Mais bien sûr qu'on peut faire des TikTok avec vous si vous voulez. Quand on pourra réaliser ça. La semaine prochaine, Laetitia, moi, je veux bien être actrice de tes TikTok. À la montagne. Faut que je trouve des idées. Le plus dur, je trouve, c'est de trouver des idées. Hein. C'est pas de les faire. Alexiane Delis, elle a fait des TikTok avec des amis qui sont hyper drôles, où en fait, chaque femme, chaque fille, incarne une de ses héroïnes de romans. Elle dit, et si mes héroïnes de romans faisaient un covoiturage, faisaient une coloc, et c'est vraiment drôle. J'ai adoré. Je vous mets l'Instagram d'Alexiane. Trop sympa comme idée. Si vous voulez aller voir. Il est hyper drôle. Franchement, ils sont trop drôles, les TikTok qu'elle a fait, Alexiane. J'ai trouvé ça tellement rigolo. Donc voilà. Donc ensuite, côté promo, on va dire que l'année pour moi de promo du Serment des Traqueurs, elle va bientôt arriver à sa fin. Mais il y a eu une super bonne nouvelle sur ce roman. Et bon, si vous me suivez sur les réseaux, vous le savez. Mais j'ai eu mon premier prix. Bravo. Voilà. Bravo. Non, mais, bravo.
Donc voilà, j'étais trop contente. C'est un prix qui est cool. C'est un prix donc, de la Foire du Livre de Brive qui est remis par des lecteurs. Donc, du coup, c'est des collégiens. Donc c'est pour le Serment de Tracker et je suis trop contente. Et voilà. Donc ça, c'était la super bonne nouvelle du mois. Et enfin, côté écriture, j'ai très peu écrit. Du coup, j'étais prise dans la promo, les machins, les trucs. J'ai pas beaucoup écrit ces derniers temps, mais j'ai beaucoup. Non, ce que je voulais dire, c'est que j'ai pas mal réfléchi en fait à l'histoire que je vais écrire après. On va l'appeler projet 5 pour son petit nom de code. J'ai vraiment pas mal réfléchi et je pense que j'ai quasiment en fait dans ma tête toute l'histoire. Il faut juste que je la pose. Enfin, je veux dire les grandes étapes. Vous voyez ce que je veux dire, les grandes étapes de l'histoire, les personnages. Et j'ai vraiment infusé le truc assez longtemps parce que j'y pense depuis cet été. Même j'avais commencé pendant la colo. En gros, j'y pense depuis juillet quoi. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour pour moi. Désolée, c'était un peu long. Ben non, c'est trop cool. Tu vas tellement vite. Moi, tu dis ça infuse depuis longtemps, depuis juillet. Moi, je crois que j'ai besoin de 6 mois ou 1 an que l'idée infuse dans ma tête avant de me mettre à écrire. Je suis à 4 mois, c'est pas non plus. Ouais. C'est vrai. C'est vrai on est déjà en octobre, effectivement. Trop bien. Laure, elle compte sur ses doigts et ça marche pas. De fin juillet à début octobre, ça fait que 2 mois, hein, c'est vrai. Non, mais en fait, c'était même un peu avant, je crois. C'est même un peu... Léa, tu sais le projet d'excès, ça fait combien de temps que tu parles ? J'allais dire, en vrai, c'était avant, tu m'en as parlé avant, en février. Voilà. Ah, voilà. Du coup, ça fait carrément. Ouais. Je m'y suis mise je pense que c'est juste que je m'y suis mise sérieusement depuis plus récemment, mais en fait, ça infuse depuis plus longtemps, c'est vrai, t'as raison. T'as grave raison. Et il y a plusieurs d'entre nous qui font le Writober, donc c'est un Writing in October, donc c'est un défi à chaque mois d'octobre où il y a des listes qui circulent avec un thème par jour sur les 31 jours d'octobre. Et le but, c'est d'écrire une nanofiction de, je sais plus combien de caractères, 280, un truc comme ça maximum. C'est la taille d'un tweet. Après, il y a des gens qui font format story. Enfin, mais ouais, c'est plutôt quelques phrases, quoi. Un truc tout petit en tout cas sur un thème, et je trouve ça trop cool parce que ça permet vraiment de s'exercer avec une petite contrainte tous les jours et d'aller voir aussi ce que les autres écrivent sur le même thème. Ça, c'est assez fascinant. Qui le fait du coup ici ? Il y a moi. Il y a moi. Marie. On est que toutes les deux à le faire ? Ah oui, et Laure ? Ouais, non. En fait, moi, je regardais, j'attendais le Writober avec impatience en me disant que ça allait être enfin ce qui allait me motiver à écrire, enfin. Et cette année, là, on est déjà à l'heure de l'enregistrement le 5. Et pour l'instant, je regarde les thèmes et je panique. Voilà. En plus, cette année, je m'étais dit, essaye cette fois de respecter la consigne, parce qu'en fait, l'année dernière, je m'en étais servi comme vraiment prompt d'écriture, mais sans respecter spécifiquement la contrainte de faire quelque chose d'extrêmement court, et j'étais juste contente d'écrire. Et là, je sais pas, je m'étais dit que ce serait bien de respecter la consigne, et en même temps, du coup, je regarde le thème, je suis pas inspirée, voilà. Je ne sais pas, peut-être ça va se débloquer avant qu'on soit le 31, on verra. Le 31, tu vas écrire les 31. C'est ça, prise par le feu sacré, je ne sais pas. Mais en vrai, je trouve que les thèmes, moi je sais qu'il y a là déjà sur les 4 premiers, il y en avait un, le 4e, où je me suis dit, je vais passer parce que vraiment, j'ai pas d'idée. À 23h30, je me suis dit, allez, vas-y, écris un truc juste pour le principe. Et c'est celui sur lequel, pour l'instant, j'ai eu le plus de réactions de gens qui m'ont dit, oh là là, incroyable et tout. Et en fait, c'est pas, je trouve, quand t'es le plus inspiré, forcément, que tu fais des trucs qui parlent le plus, en tout cas. Et c'est pas forcément tes préférés qui plaisent le plus non plus. Aussi. C'est très subjectif, c'est marrant. Je pense que je suis tellement rouillée qu'il faut juste que j'accepte le fait d'écrire quelque chose, et peu importe si c'est bien, pas bien, inspiré, pas inspiré, juste accepter d'écrire en fait. Ouais. Et puis des fois, même si tu trouves que ton idée elle n'est pas forcément très forte, rien que le fait, la façon de l'écrire peut rendre la nanofiction belle aussi. C'est pas que un truc de twist et de technique, c'est aussi, ça peut être très poétique, ça peut être très lyrique. Il y a plein juste de un truc d'ambiance. Et d'ailleurs, le format très très court comme ça de nanofiction, on l'avait dit dans un épisode précédent, mais Marie, toi, tu as un compte sur Instagram qui s'appelle Nano Quick Tales. Je remettrai pareil le lien sous la vidéo YouTube. C'est un format que toi, tu aimes particulièrement ? Oui. En fait, moi, je l'ai découvert il y a 4 ans avec le premier Writober de Nanochimère. Je fais toujours les templates de Nanochimère sur Instagram. Et en fait, je me suis fait quand même une passion pour ça.
Après, quand j'ai commencé à écrire, j'étais toute petite, c'était les poèmes que j'aimais bien. Et en fait, c'était vraiment les poèmes version codifiée, façon classique. Et je crois que j'aime bien ce truc d'écriture avec des contraintes vraiment très fermes. Et du coup, j'ai continué. Ça me plaît beaucoup. Et cette année, je triche pas parce que les années d'avant, j'avoue que je faisais un peu des batchs. J'en écrivais plusieurs en avance. Et là, cette année, je me dis, je me force à pas lire le template pour vraiment le découvrir le jour J et vraiment l'écrire en 24 heures. Et franchement, c'est moins facile. Celui d'aujourd'hui, j'ai vraiment galéré à trouver une idée. Marie, Tu m'étonnes. mais les challenges. Ah bah ouais, je me dis, autant faire le truc. Quand tu dis que tu aimes la contrainte, tu aimes vraiment la contrainte. Ouais. C'est ça. C'est pas une... Moi, je l'avais fait l'année dernière, mais évidemment avec un peu de triche. Mais moi, j'ai besoin de ça pour me rassurer. Tu vois, même comme le même challenge sur TikTok, quand il y a un par jour, en fait, j'ai 5 d'avance. Sinon, Ouais, bah, c'est normal. Après là, c'est ma 4e année, donc je suis un peu plus rodée, donc je me dis bon, on va corser un peu. Trop bien. Moi, je vais vous lire avec grande joie tous les jours, en tout cas. J'ai déjà vu vos premiers. Chaque fois que j'arrive sur Instagram, c'est les trucs de Nano Quick Tales en premier. Donc, je suis là genre, non, je veux pas voir parce que si je les lis avant d'avoir écrit mon truc, je vais complètement, ça va m'enfermer dans une idée. Je pense que j'arriverai plus à... Ouais. Moi, j'adore voir ce que les autres ont écrit. Ouais. Mais après, après, c'est trop bien. Après. Oui. Moi, je l'ai regardé qu'après l'année dernière aussi. Et Marie, tu nous disais que du coup, le format roman, toi, pour l'instant, ça t'intéresse plus trop. Tu veux te concentrer là-dessus? Ouais, bon, c'est pas une breaking news parce que j'ai l'impression que depuis qu'on a commencé tout ce podcast, je vous dis ça. Mais oui, mais en fait, je me rends compte que j'ai pas du tout feu sacré là-dessus. Donc, pour être transparente, je n'ai pas écrit une ligne, un mot, un titre de chapitre depuis juin. Et vraiment, ça me vient pas. Moi, ce qui me vient, c'est les nanofictions en ce moment. J'adore faire ça. Ouais. Je retrouve tout le plaisir créatif que j'ai plus en écrivant des romans. Je me dis, c'est cool aussi d'aller tester d'autres formes d'écriture. Donc, pour le moment, je continue là-dedans. Ouais. Moi, de mon côté, j'ai pas vraiment écrit non plus de nouvelles choses, mais là, je viens de passer 3 jours à relire les épreuves de mon 3e roman. Donc, j'ai reçu par la poste un paquet de 400 feuilles A4 que j'ai lu très attentivement, corrigé, etc., pour renvoyer par la poste. C'est cher renvoyer des colissimo, purée. Bon, après, la maison d'édition me rembourse, mais tu te dis, c'est un budget, quoi, pour d'envoyer des épreuves et tout. Parce qu'il faut que ça arrive genre le lendemain avant 10h, quoi. Il y a un timing. Bref. Et voilà, pendant la correction, j'ai décidé d'ajouter un chapitre, ce qui normalement ne se fait pas du tout à ce stade. Mais ça rentrait. Ça rentrait parce qu'il y avait 2 pages blanches à la fin du roman. Donc j'ai dit, si je rajoute juste 2 pages au milieu, ça fait rien bouger. Voilà. Mon éditeur a gentiment accepté. Et donc ce roman paraîtra, j'ai pas la date exacte, je crois que c'est début février, genre le 1er février. Un truc comme ça. Et je vais me lancer du coup sur TikTok pour en parler parce que c'est de la romantaisie, donc il faut bien en parler sur TikTok. Donc je vais me lancer sur TikTok. Je vous mettrai. J'ai déjà un compte mais qui est complètement dormant. Je vous mettrai le lien de mon TikTok si vous voulez aller voir mes conneries parce que pour le coup, je vais signer donc ce nouveau roman sous un autre pseudo et je pense que ce sera vraiment 2 facettes de ma personnalité. Instagram, l'écrivaine un petit peu sérieuse et tout, machin. Et de l'autre côté, la meuf déchaînée qui est fan de millions de trucs, fan de romance. Bah écoute, on fera des TikTok ensemble, ça va être très bien. Ah ouais, ça sera drôle. Ça sera très très drôle. Et oui, pareil, j'ai une bonne nouvelle, c'est que Du thé pour les fantômes est sélectionné dans le prix des lycéens des Imaginales. Donc ça, c'est chouette. Merci. Et j'ai des salons aussi en octobre, si jamais vous voulez venir me voir, si vous n'êtes pas loin. Alors, je prends mon agenda. Au moment où cet épisode sort, je suis au Mans, le week-end du 7-8 octobre. Et le week-end prochain, du 13 au 15 octobre, je suis à Saint-Étienne, au Salon du Livre de Saint-Étienne. Et du 2 au 4 novembre, aux Utopiales, à Nantes. Voilà. Et bien écoutez, je pense qu'on a fait le tour un petit peu de nos actus. Je vais vous parler d'un contenu qui donne envie d'écrire. C'est un autre podcast. Voilà, je promeus la concurrence. C'est un podcast qui s'appelle Micro-écriture, qui est fait par Élise Giraudot.
Et je lis sa description, elle dit que c'est le podcast pour aider les auteurs et autrices à enfin mettre le point final à leur premier manuscrit. On parle premier jet, réécriture, syndrome de l'imposteur, comment réagir aux critiques, confiance en soi, motivation, etc. Et vous avez plein de différentes rubriques, des podcasts, des épisodes qui s'intègrent dans l'une ou l'autre rubrique. Il y a À cœur ouvert, où Élise, elle vous raconte au fur et à mesure son parcours, son écriture, puisqu'elle n'est pas encore publiée en maison d'édition à ce jour, mais si vous la suivez sur Instagram, vous verrez, elle a plein de projets d'écriture en parallèle et tout, c'est assez marrant. Une rubrique confession d'auteur, où elle invite des auteurs en interview pour aborder justement tous les sujets dont j'ai parlé plus tôt et pour donner des points de vue différents du sien. Rubrique haute expérience, des interviews d'auteurs sur des anecdotes qu'ils ont vécues pendant leur parcours. Et la rubrique éditeur, pour l'instant, il n'y en a qu'une, c'est l'interview d'une éditrice sur le thème, ô combien important, de retravailler son roman avant de l'envoyer en maison d'édition. Toi, tu avais été sur le podcast, non, Laetitia? T'étais pas passée sur le podcast d'Élise? Il me semble que si. Parce que moi, j'y suis passée et je crois que c'est après que toi, tu l'avais fait, que tu lui en avais parlé. Oui, c'est vrai, ça me revient. Oui, c'est vrai. Désolée, je suis perdue à force. Comme j'en écoute aussi énormément, et j'écoute celui d'Élise, j'écoute celui de Margot, j'écoute celui de Marie, j'en écoute plein, et du coup, je savais plus sur lequel j'avais été exactement. Mais t'as raison, c'est ça. J'avais fait Parole de plume, du coup, et celui d'Élise, je crois. Et voilà. Donc, si vous voulez encore nous entendre, Laetitia et moi, on a chacune un épisode avec Élise. Je vous invite à aller l'écouter. Il est dispo sur Deezer, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Je vous mettrai de toute façon, encore une fois, les liens en description de l'épisode si vous nous écoutez sur YouTube. Et on passe à notre thème du jour sur les descriptions, comment les rendre intéressantes, comment éviter les erreurs qui rendent les descriptions ennuyeuses. Et en fin d'épisode, on va prendre chacune un extrait descriptif d'un roman qu'on trouve vraiment chouette pour le décortiquer ensemble, analyser, voir quelles sont les techniques qui fonctionnent dans cette description et comment on peut s'en inspirer pour nos propres descriptions et pour les rendre plus vivantes, plus intéressantes. Alors, juste petit disclaimer, on va parler là vraiment de description physique, visuelle, on va dire, donc ou auditive, mais en tout cas sensorielle, donc l'apparence de quelqu'un, un paysage, un objet, une scène statique, une atmosphère. Par exemple, on va pas dire qu'une scène de bataille, c'est une description de scène de bataille. Vous voyez ce que je veux dire? On parle plutôt de trucs statiques, disons. Même s'il peut y avoir des descriptions dans des scènes de bataille. Mais bref, ça va être la question. Déjà, les filles, qu'est-ce que vous pensez de ça? Comment est-ce que vous ressentez les choses face aux descriptions? Est-ce que c'est quelque chose que vous aimez écrire ou pas, que vous aimez lire ou pas? Allez-y, lancez-vous. Alors moi, je dirais qu'au côté écriture, quand on commence à écrire les descriptions, c'est un peu comme les dialogues, ça a l'air facile et c'est assez satisfaisant parce qu'on peut vite en faire des tartines. Et en fait, on se rend compte que ça demande beaucoup de travail d'enlever. Et c'est un peu je pense que c'est un peu le truc qu'on a l'impression de savoir faire assez tôt et finalement, c'est pas si évident que ça en a l'air. Et côté lectrice, bah, moi j'adore en lire, donc j'aime beaucoup les ambiances descriptives, les ambiances contemplatives, ça me plaît bien. Bah, moi, c'est vrai que c'est des trucs que j'aime bien écrire en fait. Je crois que c'est ce que je préfère écrire. Pour installer une ambiance. Genre quand il faut mettre en place les personnages, une action et tout de suite j'ai l'impression que mon écriture elle est plus maladroite, qu'elle est plus dans l'efficacité. Voilà, il faut qu'il se passe quelque chose et tout. Alors je trouve que tu peux déployer une plus grande poésie dans les descriptions. C'est ce qui permet d'installer vraiment l'atmosphère du roman. Après, en tant que lectrice, je trouve que ça dépend vraiment comment c'est foutu, quoi. Quand vraiment il y en a sur des pages, et qu'il n'y a que ça, de la pure description, ça peut être compliqué. Mais dans les romans contemporains, c'est rare. C'est plus dans des classiques, la tarte à la crème de Zola ou Hugo qui décrivent pendant des pages, un bout de porte. On n'est plus habitué à ces codes-là, quoi. Ouais, et puis ils le faisaient aussi parce que ça leur apportait de la thune, quoi. C'est vrai. Parce qu'ils prépubliaient dans des magazines et plus ils en tartinaient, plus ils gagnaient de l'argent et que c'était très, c'était un rapport qui était beaucoup plus pécunier à l'écriture et à tout ça. Mais chez Zola, t'as raison, Chris, c'était un parti pris littéraire et aussi un peu idéologique et ouais, on n'a plus du tout ce rapport-là à l'écriture. Enfin, on l'a très différemment aujourd'hui, quoi.
Oui, il y avait un côté presque documentaire. Mais voilà, ne dites pas: «C'est bon, je peux écrire 15 pages de description parce que, Zola, il l'a fait». Vous n'êtes pas payé au mot. Vous n'êtes pas Émile, là. Laure, tu allais réagir? Ouais, non, mais je me disais aussi, c'est vrai on n'écrit plus de descriptions très longues, ou en tout cas, c'est plus rare aussi parce que, je pense qu'il y a le cinéma aussi, comment dire, à l'époque où il n'y avait pas forcément autant d'images de lieux qui n'étaient pas les nôtres, c'était peut-être plus difficile à imaginer, tu avais peut-être aussi plus besoin d'aller dans le détail. Je sais pas, je me dis qu'avec le film aussi, on a tout de suite des images de plein de choses et on a l'habitude d'aller les chercher. Donc tu as peut-être moins besoin aussi d'en mettre des tartes pour faire rêver la personne qui lit, quoi. Ouais, c'est intéressant ça. Ouais, Puis je me demande dans quelle mesure le cinéma, ça n'a pas aussi injecté une nouvelle façon de rythmer les histoires. Ouais. C'est peut-être un peu poreux tout ça aussi. Bah, ça faisait partie des thèmes que je voulais aborder, mais allons-y, allons-y gaiement. Que le fait que les descriptions, elles sont souvent de plus en plus calées sur le média audiovisuel, aussi bien dans la structure narrative, etc., mais aussi dans la manière de décrire. On pense beaucoup en fait en plan, en séquence, en scène, travelling, zoom. On a une caméra en fait qui voit les scènes. On pense comme ça, en fait, au lieu de penser point de vue, on pense vraiment caméra. Et ouais, est-ce que c'est quelque chose que vous avez repéré ça dans vos lectures? Moi, avant que tu en parles pour la préparation, pas du tout. Ah ouais? En tout cas, dans ma propre pratique de l'écriture, en tout cas, Mhm. j'avais vraiment jamais pensé à ça comme ça, en fait. Et du Ça- coup, j'avais pas fait gaffe dans mes lectures non plus. Enfin, je vois, c'est quoi un travelling? Enfin, je sais pas, ça, je vois pas trop. En C'est fait. comme ça. Ouais. Ok. Mais comment tu C'est fais qu'en ça fait, en livre? Enfin, T'as le sentiment de beaucoup le retrouver dans ce que t'écris, toi, Chris? je sais pas si moi j'écris comme, mais je vois des interviews d'auteurs et tout qui disent vraiment ça, quoi. Bah là, j'ai lu Miss Peregrine, les enfants particuliers. L'auteur, il a fait une école de scénario et il dit, moi, je pense comme ça. Si d'un coup je dis, euh, je parle de la personne et d'un coup je dis, sa main était tachée d'encre, c'est gros plan, c'est zoom. Après, je repars sur le paysage autour, était comme ceci, machin. Enfin, il voit vraiment en champ contre champ selon ce qu'il décrit. Et je trouve ça intéressant et je pense aussi que, alors c'est peut-être surtout côté, américain, mais qu'il y a des livres qui sont écrits avec en vision derrière. Mon livre va pouvoir être vendu pour adaptation audiovisuelle et donc ça facilite carrément le scénario derrière. Ouais, et puis moi, j'y réfléchissais, je sais pas si j'écris avec une caméra sur l'épaule, mais je sais pas si vous avez ça, des fois j'écris un peu comme dans un jeu vidéo, où on est derrière le personnage, et il se tourne, on voit le panorama qui se tourne derrière. En troisième, je sais que dans les jeux vidéo, il y a aussi ce truc de première, deuxième, troisième personne, j'ai jamais trop compris par rapport à la bah, littérature, mais... alors moi, ma connaissance des jeux vidéo est extrêmement basique, en mode, par exemple, Tomb Raider, genre il y a le personnage qui est un peu devant, qui explore, et moi j'ai un peu des fois cette vision-là de... Là, du coup, c'est à la troisième personne parce que tu vois ton personnage. Première personne, c'est t'es dans les yeux de ton personnage et tu vas juste voir tes mains et tes pieds. Et par exemple, pour tous les jeux de tir, tu vas voir juste l'arme levée devant toi si tu dois tirer sur tes adversaires. Et là, c'est la troisième personne que tu décris, Marie, ouais. tu vois le personnage à la troisième personne, en fait. Ouais. C'est marrant d'ailleurs que le jeu vidéo se soit calé sur un vocabulaire littéraire pour parler de ça. Oui, c'est vrai. Mais ouais. Et c'est assez cool. J'aime bien aussi cet aspect. Du coup, donc, non, j'allais dire, toi, Laetitia, moi, tu n'utilises pas la caméra. T'allais parler de ça, Léa, ou pas? Non, mais vas-y, Vas-y. Letty, parle, et moi je dirai un truc après, mais c'est juste par mon rapport à ça aussi. Vas-y. Non, mais justement, j'allais dire, toi, Laetitia, tu n'utilises pas du tout la technique de la caméra, etc. Tu n'y as jamais pensé. J'allais te demander, Léa, si tu le faisais ou pas. Ah, bah moi alors, je fais pas la caméra en fait, mais j'ai remarqué très très souvent, et je me saoule moi-même, que j'utilise beaucoup la peinture par contre. C'est-à-dire que quand je décris une scène, je vais passer énormément de temps à décrire où regardent mes personnages, comment ils se regardent les uns les autres, parce qu'en fait c'est hyper important quand je dessine et quand je raconte, par exemple, je fais une illustration, je vais diriger le regard de mes personnages pour raconter une histoire, et je le fais aussi en écriture du coup. Donc je me saoule beaucoup moi-même à écrire des trucs sur les yeux de mes personnages, alors que franchement, il y a 10 milliards d'autres façons de dire ou d'expliquer les choses à l'écrit qui sont plus pertinentes. J'ai remarqué aussi que je parlais beaucoup de la lumière
Et pareil, ben, dans le dessin, dans la peinture, c'est hyper important. Qu'est-ce que tu mets en lumière? Qu'est-ce que tu laisses dans l'ombre? Pourquoi tu le fais? J'ai remarqué que quand je décrivais des scènes, j'en sais rien, on est dans une forêt, je décrivais où la lumière, elle tombe, pour mettre en évidence des choses. Et je trouve ça hyper drôle que ce truc-là, ça m'est tellement imprégné intérieurement que je le ressorte dans l'écriture, alors que je pourrais utiliser d'autres techniques ou utiliser d'autres trucs. Bah, inconsciemment, je le fais, quoi. Mais Voilà. moi, Mais c'est pas vraiment le cinéma. pour la lumière, mais alors moi, c'est vraiment mon premier truc de description. Alors, la lumière était machin, et c'est un réflexe. Et j'ai beaucoup de mal à pas faire ça, en fait. À trouver Ouais. d'autres façons de dépeindre ou de décrire. Mais je sais pas, enfin, pour moi, c'est bien de varier, mais d'un côté, ça fait partie d'un style aussi. Tu vois, quand tu es dessinateur à côté, bah, c'est normal que ça influence ta manière de décrire, de voir les scènes, et c'est ça qui fait aussi ton style. T'as pas tant en tant Ouais. qu'autrice, tu vois. Ouais, que tu te concentres beaucoup sur les couleurs, sur les volumes, sur, enfin, ouais, sur même la composition d'une scène, tu vois, où je vais me dire, ah bah là, il y a mon personnage qui est tout petit, à côté, j'aimerais bien mettre un truc très grand pour créer un sentiment soit d'écrasement, Ouais. soit de trucs comme ça, mais je vais réfléchir à ma scène comme si je composais une image, en fait, et je vais me dire qu'est-ce que je voudrais que mon image, elle évoque, et hop, directement, je vais le visualiser et me dire, ah là, il faut qu'il y ait peut-être une nuance de telle couleur dans le paysage pour contrebalancer ou pour créer un sentiment, j'en sais rien, d'inquiétude, de joie, voilà. Ah, c'est marrant. Moi, je pense en image, mais pas, enfin, comment dire, en métaphore, en comparaison. Je vais essayer de superposer à mes descriptions très basiques, genre, il y a n'importe quoi, une route, une image qui évoque pour moi l'ambiance que je veux poser. Je sais pas, est-ce que la route, je vais la comparer à un serpent ou est-ce que je vais la comparer à une rivière et ça va amener une image différente, comme de superposer des calques les uns sur les autres. Et pareil, je pense que c'est une autre manière de voir le monde, en fait. C'est trop bien, ouais. Ah, Et c'est juste pour rebondir là-dessus, on parlait de première et de troisième personne, et je trouve qu'il y a un truc hyper intéressant à souligner là-dedans, c'est que en fait, ta description et du coup, la manière dont tu l'amènes, elle va beaucoup dépendre du point de vue duquel elle est faite. Est-ce qu'elle est faite du point de vue d'un narrateur omniscient qui va décrire, comme tu dis, une route et qui va dire, là, la route, elle ressemble à un serpent ou elle ressemble à une rivière? Ou est-ce que c'est un personnage de son point de vue singulier qui vit une émotion et qui va dire, peut-être parce que il est angoissé et qu'il a l'impression qu'elle est interminable, la route, elle ressemble, j'en sais rien, à une corde ou à un truc qui provoque plutôt l'angoisse chez le lecteur. Et ça, je trouve que ça rend des descriptions qui sont vraiment vivantes et que tu gardes en mémoire, en fait, plus que la route faisait 503 km et elle serpentait entre un marécage, un machin, un truc, un bidule. T'es là, je m'en fous complètement de cette exploration. Ce que je veux, c'est savoir ce que je suis censée ressentir, en fait, en lisant ça. Voilà, c'était ce truc des points de vue. C'est plus difficile avec un narrateur omniscient, je trouve. Ou alors, faut qu'il ait un petit... Après, le narrateur omniscient, il peut mettre un peu de sentiment de tous les personnages, du coup. Tu peux aussi ne pas choisir... Oui. Puis le narrateur omniscient peut avoir sa voix aussi qui fait que ça donne une coloration aux descriptions qu'il fait. Ouais, comme dans Les Orphelins Baudelaire, par exemple. Ouais. Où il y a vachement ça. J'adore. Voilà. Ouais. J'aime trop Les Orphelins Baudelaire. J'ai commencé à regarder la série qui commençait à être vieille maintenant, mais Ouais. c'est trop cool, J'avais j'adore pas cette vu. ambiance. Et d'ailleurs, dans la série, j'ai trouvé ça trop bien, ils intègrent le narrateur en tant que personnage. Il apparaît vraiment, il narre avec sa voix et tout, c'est trop stylé. Alors, parlons des descriptions qui sont un peu pénibles à lire. Ces fameuses descriptions dont on a envie de sauter les pages, pour voir qu'est-ce qui marche pas, en fait, dans ces descriptions-là. Comme je disais, on connaît tous ce moment où on tombe sur un méga long passage descriptif qui nous donne l'impression de servir à rien, et qui donne envie de tourner les pages jusqu'à ce qu'il se passe enfin quelque chose. Est-ce que, voilà, comme je disais, est-ce qu'on a le droit de se dire, peut-être, hein, les plus grands l'ont fait, donc après tout, pourquoi est-ce que moi, je ne ferais pas 10 pages de description? Tolkien Est-ce l'a que fait. vous y risqueriez? Ça dépend du... en fait, je pense que ça dépend de si ça peut être justifié ou pas. Par exemple, je pense par exemple aux scènes de voyage, où il faut donner l'illusion d'une longue temporalité parce qu'ils ont 10 000 km à faire. Non, pas 10 000 km, mais bon, ils ont beaucoup de kilomètres à faire. Et là, je me dis, ça peut être bien d'être assez descriptif parce que le lecteur, il va aussi un peu galérer avec les personnages, il va trouver le temps long, il va trouver la route longue, etc. Ça peut être bien aussi dans quand il y a des lieux qui sont très particuliers et où il faut vraiment immerger le lecteur. Là, les longues descriptions, ça peut s'y prêter aussi. C'est les deux exemples qui me viennent là tout de suite.
Mais en Ouais, même c'est temps, je vrai. pense que, pardon, même dans une scène de grand voyage, il se passe des choses aussi dans le voyage. Enfin, les gens, enfin, comment dire, juste une description plate, à partir du moment où tes personnages vont interagir avec le lieu dans lequel ils sont, je pense que tu vas couper tes 10 pages. Hmm. Je sais pas, je pense qu'aujourd'hui, vraiment faire 10 pages de description, j'y crois plus trop. Ou alors entrecoupé. Mais effectivement, 10 pages, je sais pas. Après, ça dépend si c'est écrit gros. Je pense que là, on peut vraiment essayer de poser les bases de ce qu'il faut pas faire. Alors, il faut toujours prendre ces trucs-là avec des pincettes, hein, c'est des règles Ouais. qui sont évidemment souples et tout, mais les écueils de base qu'on rencontre dans des mauvaises descriptions, de manière à peu près objective, ce serait quoi? Bah, Trop pour moi, littéral. c'est la liste de courses, non? Ouais. Enfin, vraiment, c'est l'énumération, quoi. C'est l'énumération de, je prends un objet et je vais énumérer ses qualités. Il est jaune, il est rond, il donne l'heure, c'est une montre. Enfin, vraiment, je m'en fous. Je le sais en plus, je sais déjà ce que c'est qu'une montre. Tu peux juste me dire, c'était une montre. En fait, ce que je veux savoir, c'est si cette montre, elle est vieille. Est-ce qu'elle provoque, est-ce qu'elle est censée me provoquer un sentiment d'étrangeté parce que peut-être qu'elle donne pas la bonne heure, ou est-ce qu'elle est censée me remplir de joie parce qu'elle est très belle et que je suis très pauvre et que je vais pouvoir la revendre très cher. Enfin, voilà, juste l'énumération pour moi de qualité, c'est le premier truc. Ou alors, il faut le faire volontairement dans un but narratif enfin, comment dire, faut le faire en connaissance de cause et peut-être pour après retourner l'esprit du lecteur en lui donnant quelque chose de plus intéressant, justement. Je sais pas ce que vous en pensez, si vous Ouais, n'êtes pour pas en faire d'accord avec moi. un effet justement de Ouais, platitude et de. exactement. Ouais, ouais, Pas- c'est vrai. ouais. C'est vrai que si tu as l'impression que tu vas embarquer ton lecteur en lui décrivant les arbres étaient verts et il y avait du vent et, et le chemin était vert aussi parce qu'il y avait de l'herbe et le ciel était noir et les étoiles brillantes, c'est vrai que voilà, ça suffit pas en général pour créer une émotion. En général, c'est ce qu'on veut, j'imagine, avec une description. C'est pas juste placer des éléments dans un décor en attendant que les spectateurs arrivent, on met les choses sur la scène de théâtre. Ça donne l'impression qu'on est un peu finalement, ouais, un peu de l'autre côté du décor et on n'a pas envie de ça, on veut être immergé dans la chose. Ouais. Et d'ailleurs, je pense que c'est ce qui me fait. Je saurais pas forcément dire qu'est-ce qui est vraiment mauvais, enfin, à part ce que tu as dit, Léa, je suis carrément d'accord, mais en tout cas, ce qui rend pour moi une description meilleure, c'est d'avoir les interactions des personnages avec les choses. Enfin, c'est de savoir que ça lui fait penser à quelque chose, que ça lui rappelle quelque chose, que ça. Enfin, ouais, que ça évoque quelque chose en fait au personnage, auquel cas ça va m'évoquer le truc aussi, ou en tout cas ça va m'en dire plus sur le personnage, parce que l'objet en tant que, enfin, le lieu ou l'objet ou le personnage qu'il rencontre en soi a pas beaucoup d'intérêt, si ce n'est ce que ça lui fait à lui. Mmh. Ouais, l'idée, c'est, j'ai l'impression dans ce qu'on dit, qu'il y ait toujours un peu 2 couches. C'est-à-dire qu'il y a la couche physique, qu'est-ce qui se passe, où sont les choses, de Ouais. quelle couleur et tout, mais derrière, quelles images ça provoque, quelles émotions, qu'est-ce que ça nous dit en fait, cette description? Toute seule, sinon elle sert pas à grand-chose. Après, comment on fait justement quand on a besoin de placer des choses concrètes? On a besoin de savoir que, cette épée, elle a tel métal et qu'elle est posée sur telle table, parce que ce serait important pour la scène. Comment on fait pour pas poser les choses comme ça de manière hyper plate et infobombe, quoi? Bah, moi, je pense qu'on va y venir tôt ou tard à ce sujet, mais les adjectifs, Ah, je n'y avais pas pensé, mais oui, c'est un bon sujet. parce que c'est, en gros, alors déjà, il y a un conseil, je crois que c'était Stephen King qui disait qu'il fallait vraiment nettoyer les adjectifs dans les descriptions parce que ça tue tout. C'est vraiment une question de choix, il faut vraiment choisir ses adjectifs. C'est pas forcément les plus rares ou les plus soutenus qui sont les plus efficaces, cela dit, je trouve. Et surtout, quand on fait une description qui va être un peu convenue, par exemple une montre ou une épée, va réussir à trouver les détails ou les éléments qu'on va mettre en avant. Et pas forcément besoin d'en faire des tartines, mais vraiment trouver l'image qui va vraiment poser le décor, mais pas de façon plaquée, quoi. Ouais, et pour situer les choses, moi, c'est quelque chose où j'ai beaucoup de mal à le faire. C'est pour ça qu'en général, je fais des
truc petit avec peu de détails dans mes romans, c'est de placer les choses les unes par rapport aux autres. Parce que déjà, dans la vie, je vois très mal dans l'espace, en 3D. Mais du coup, je me rends compte que j'ai du mal à placer ça. Alors que des fois, c'est quand même utile. On a besoin de savoir si il discute avec quelqu'un à sa droite ou à sa gauche, parce qu'après, il y a le précipice. Donc, si je me trompe d'endroit, c'est pas cool. Un mauvais pas est si vite arrivé. Voilà. Mais je trouve que faire ce genre de description-là, de placer les choses sans être justement un peu plat et lourd, c'est pas évident. Ouais. Ouais. Ah oui, mais que celles qui sont déjà allées sur Crisco pour trouver des adjectifs un peu plus rares que juste brillant ou scintillant lève la main, quoi. Non, mais Ça m'arrive tout le temps. la vie, que ferions-nous sans Crisco? Ah oui. Crisco, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une sorte de dictionnaire des synonymes en ligne, mais qui est hyper affiné, hyper pertinent, donc qui aide beaucoup quand on écrit. Et moi, des fois, ça m'arrive de passer du temps à trouver un autre terme plus rare et tout. Je l'écris et au final, je me dis, en fait, l'image, elle serait plus frappante en utilisant cet adjectif qu'on connaît, qu'on utilise tout le temps, mais qui marche, quoi. Ouais, alors Crisco, il est H24 ouvert sur mon ordi. Je pense que le jour où il est down, vraiment, je fais une syncope. Et je l'utilise beaucoup justement pour faire les métaphores, les images dont je parlais tout à l'heure. Parce que ça, c'était un conseil de Clémentine Beauvais. C'était pour trouver une image justement qui sorte un petit peu le lecteur de ses habitudes et donc qui amène une dimension supérieure à ta description. Et au lieu de dire, je sais pas, justement, le chemin serpenté. Serpenté, c'est une image en soi, mais on l'a déjà tellement entendu que ça nous évoque plus l'image du serpent. Donc, pour essayer de trouver autre chose qui va évoquer cette ondulation un petit peu, d'aller de synonyme en synonyme et de lieu en lieu, en fait, de proche en proche, et d'aller trouver au bout d'un moment un terme qui va évoquer quelque chose de à la fois similaire et différent. Et bref, j'utilise énormément Crisco pour ça, pour faire des bonds d'un mot à l'autre, pour enrichir les images dans les descriptions. C'est vrai qu'elle fait beaucoup ça, Clémentine Beauvais, dans ses romans. Moi, je me souviens, elle avait une description qui m'avait frappée dans Les Facétieuses, où elle parle d'une paillasse au Moyen-Âge avec plein de puces qui sautent dessus. Et elle disait que c'était une paillasse qui pétillait de puces. Et je trouvais que c'était hyper bien trouvé. On voyait tout de suite l'image. C'était hyper original et c'était simple à comprendre. Et c'était top. Ouais. Et c'est marrant parce que c'est un seul mot, Marie, et je trouve que c'est vraiment un truc, c'est que quand tu veux faire une bonne description, il faut vraiment privilégier la spécificité à l'exhaustivité. Ça sert à rien d'être exhaustif et de vouloir mettre plein de mots. Si tu choisis le bon au bon moment, ça va avoir 15 milliards de fois plus d'effet et c'est frustrant de se dire ça, et à la fois ça marche mieux, quoi. Enfin, c'est un super exemple ce que tu as dit. Ouais, et d'ailleurs, en parlant de ça, je pense qu'un des écueils aussi, c'est de vouloir décrire quelqu'un ou quelque chose dans son entièreté, dans tous ses détails, alors que tu dis, je sais pas, quelqu'un qui avait, je n'importe quoi, un grand chapeau rouge et des grands yeux bleus, peut-être que ça suffit pour qu'on sache, ok, chapeau rouge, grands yeux bleus, cette personne, ça, on crée dans les vides tout le reste. Et c'est vrai. Non, pas Marie. Non, et puis surtout ne pas oublier que le lecteur n'a pas de mémoire, donc ça sert à rien de lui donner un personnage. Par exemple, dans Harry Potter, moi, c'est un truc qui m'avait frappé. Tous les personnages étaient décrits très simplement avec juste un truc, ou des fois même pas juste leur prénom. On arrivait quand même très bien à se les figurer. Il n'y avait pas beaucoup de descriptions. Même Harry, il n'est pas décrit tant que ça, au final. Ouais, il a quelques caractéristiques physiques qui reviennent tout le temps, mais pour le reste. Justement, c'est ça qui fait qu'on s'en rappelle. Ouais. Et quand c'est caractéristiques, je parle vraiment de la description d'un personnage là, mais quand ces caractéristiques physiques, elles sont introduites avec une image, ça marche de fou bien. Je pense, désolée, j'envoie des fleurs à Chris, mais voilà, prends mes fleurs. J'adore la description de Félicité dans Du thé pour les fantômes, parce que à un moment, elle est associée à une allumette avec ses cheveux rouges et son corps très fin. Et moi, j'ai trouvé ça formidable, parce que je me suis dit, ok, je vois directement qui elle est, juste avec cette image de l'allumette. Et c'était visuel, c'était génial. J'ai adoré cette description de personnage, parce que du coup, pour moi, c'est resté ça pendant tout le roman, et je me l'imaginais très bien avec juste cette image, quoi. Enfin, je sais pas si vous aussi, vous avez des expériences comme ça de romans où vous avez vraiment lu juste un tout petit détail et hop, ça y est, le personnage, il prend forme avec pas grand-chose, juste une image. Ça marche de ouf. Ouais, voilà. J'aime bien quand j'ai pas d'image là qui me vient tout de suite en tête de romans que j'ai pu lire, mais oui, je trouve que c'est les personnages qui nous restent le plus en tête, effectivement, ceux qu'on arrive à associer à autre chose, à un objet, un animal, souvent. Ouais.
Des fois, on peut très bien se passer de du fameux autoportrait du héros devant son miroir, Tout à fait. qu'on voit dans un nombre incalculable de manuscrits de jeunes auteurs. Et en fait, on n'est pas obligé de s'infliger ça, quoi. On n'est pas obligé de décrire son héros tout de suite dans l'histoire, on n'est pas obligé de décrire de façon exhaustive, et on peut aussi garder des éléments physiques plus tard dans l'histoire pour surprendre. Ça peut être, on n'est pas obligé de tout donner en bloc, en fait. Des fois, la gestion de l'information, ça peut être... Ouais, pardon Marie. Et je voulais dire, et si tu donnes un élément, c'est intéressant si il a de l'importance en plus dans l'histoire. Enfin, j'en sais rien, par exemple, si tu parles de la couleur des yeux de ton personnage, peut-être que c'est parce qu'il va se passer un truc avec ses yeux ou avec la couleur de ses yeux qu'elle va changer à un moment, ou que juste, j'en sais rien, il va se faire éborgner, ça peut être tout et n'importe quoi, Mais je trouve que c'est intéressant s'il y a un truc qui se passe à un moment dans le scénario. Voilà. Ouais, le tout, c'est d'arriver à le caractériser, je pense. De trouver un truc qui caractérise. Ça peut être aussi finalement, ça peut être parfois un trait de caractère hyper, je sais pas, si on n'arrête pas de répéter qu'il est gourmand, enfin, j'en sais rien. Oui. C'est pas forcément aussi un truc physique au final. Ouais. Après, petit point obsession romance, je suis à fond dedans. C'est un peu différent les descriptions des personnages, je trouve, en romance, parce que le love interest, on a envie de savoir à quoi il ressemble, quoi. Ouais. Et que en même temps, il faut pas être trop précis parce qu'il faut que chaque lectrice puisse fantasmer dessus sans que ce soit trop. Ça, c'est un truc qui revient tout le temps. Et d'ailleurs, quand on disait le lecteur n'a pas de mémoire, le lecteur fait aussi absolument ce qu'il veut avec votre description. Oui. Ça me fait trop rire quand je vois sur des commentaires Instagram et tout des filles qui disent si le héros est blond, j'en ai rien à foutre, dans ma tête, il est brun. Genre, laisse tomber, tu peux me dire ce que tu veux, dans ma tête, je verrai toujours Henri Cavill. C'est hyper drôle. Et ça vous le fait pas, ça, des fois, de lire des livres entiers et après de vous rendre compte que vous imaginez pas du tout le personnage comme il est écrit dans le roman? Carrément. Parce qu'on oublie direct, en fait, quand t'as une description basique, t'oublies, ouais. Et c'est pour ça que des fois, c'est un choc de voir les adaptations en film. Parce qu'on voit les personnages tels qu'ils sont censés ressembler... ma phrase n'est pas française. Mais pour ça qu'ils sont censés être dans le livre... Sauf que on s'est fait une toute autre. Des fois, ça nous fait penser à quelqu'un qu'on connaît ou à un personnage, je sais pas, d'un animé qui nous a marqué. Oui, on se fait un peu sa petite tambouille, c'est vrai. Ah d'ailleurs, c'est une question ça. Est-ce que vous voyez vos personnages dans vos têtes ou pas? Non. Non, Marie, je vois non. des prénoms qui se baladent. Wow. Je suis très littérale, moi, cette personne. J'adore. C'est vrai, tu vois vraiment dans ta tête des prénoms qui se baladent? Dans Harry Potter, Rogue, c'est Rogue, quoi, il se promène. C'est une étiquette. Et c'est très bizarre. En fait, ça dépend des scènes. C'est un film, c'est avec une étiquette. Ouais, mais c'est très chelou. Je ne saurais pas dire, mais je le vois pas précisément, quoi. C'est une silhouette, voilà. C'est rarement un visage. Ouais, moi c'est pareil. Et même mes propres personnages que j'écris, je dois me forcer pour vraiment voir leurs caractéristiques, sinon ils sont un peu flous, quoi. Mais c'est bien, je pense, non? C'est bien parce que ça veut dire que si vous avez pas une image trop précise, le lecteur, il pourra projeter ce qu'il veut dans les creux aussi, quoi, je sais pas. C'est important. Toi, Laetitia, tu vois tes personnages? Non, plutôt pas non plus. Plutôt pas. Après, je me force dans le début des histoires pour moi, en fait. Enfin, tu vois, avoir une description un peu... Avec une amie, Julia, on avait fait un exercice, j'avais trouvé ça vachement cool, ça m'avait un peu débloqué sur mon projet 3. C'était de devoir trouver des acteurs, enfin on s'était donné 1 heure et on prenait tous nos personnages et on devait leur trouver un acteur célèbre qui leur ressemble, tu vois. Ah, c'est tout bête, mais c'était un exercice pour essayer, enfin en fait moi ce que ça m'avait aidé à faire, c'est à les caractériser vraiment, comme je vous le disais tout à l'heure en fait. C'est pas à calquer, et d'ailleurs c'est pas du tout comme ça que je les imagine au final, mais ça m'avait aidé à calquer un peu un caractère, un truc qui ressort de ces gens en fait. Des fois c'est juste ça en fait, c'est tel acteur quand tu regardes Henri Cavill, qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce qui ressort en tout cas. Et d'ailleurs là c'est un acteur, donc selon ses personnages c'est aussi pas la même chose, mais ouais. Ah, c'est marrant, c'est un peu une sorte d'esthétique de personnage. Il y a pas mal d'auteurs qui font ça sur Instagram. Et moi, je l'ai fait, mes versions habits sur Pinterest. J'essaye pas de voir le visage du perso, mais il y a des templates vraiment de tenues complètes qu'on peut trouver sur Pinterest quand on cherche tenue, je sais pas,
tenue rétro, tenue victorienne et tout. Et moi, ça m'aide aussi à voir les costumes, mais pas les visages. Ouais. Et est-ce que vous voyez les lieux, les paysages? Ça, je sais que c'est Christelle Labos qui disait qu'elle voit pas très bien, en fait, les lieux, les descriptions et tout. Et moi, c'est pareil. Encore une fois, j'ai du mal à voir dans l'espace. Donc, pareil, je dois me forcer à me dire, attends, il y a quoi exactement autour? Comment les choses sont situées les unes par rapport aux autres? Je vous raconte pas, pour mon 3e roman, la galère de faire une carte a posteriori avec le cartographe qui me disait, mais je comprends pas, je dois mettre les choses où? Mais j'en sais rien. Ils sont censés faire un trajet de telle ville à telle ville, genre en 3 heures. C'est à l'autre bout de l'archipel. Mais ça dépend de l'échelle, en fait. Moi, j'arrive bien quand c'est dans une salle ou quand c'est à hauteur d'homme, mais dès qu'il faut dézoomer et faire des déplacements sur une carte, je suis un peu comme toi, j'ai aucune notion des distances. Mais dans une pièce, tu vois quand même bien les choses. Ah oui, Genre, dans une ici, pièce, ouais, les j'arrive. personnages entrent dans une pièce, tu as l'image totale de tout ce qu'il y a dans la pièce, tu vois très bien. Ouais, je pense. Ok. Moi, mes pièces sont vides. Non, je trouve que c'est le plus dur, vraiment, de donner un peu de consistance aux endroits où ils sont. En règle générale, quand j'écris, c'est des enchaînements de scènes, mais elles sont pas vraiment posées dans un espace super précis. C'est assez rare. Je trouve que c'est ce qui est le plus difficile pour moi. Et si vraiment je me force à donner un contexte, j'aurai jamais les draps seront jamais de telle ou telle couleur. Je vais avoir vraiment du mal. Ouais, mais faut que je me force. si on s'en fout, tu vois, Oui, si ça on n'a peut pas s'en foutre d'importance, aussi. peu importe. C'est juste que si à un moment il y a un élément du décor ou ouais, un objet qui a de l'importance, il va falloir que tu te forces à faire l'exercice, quoi. Mais en tout cas, quand j'imagine le truc, j'imagine jamais une scène. C'est hyper pénible. Et si jamais je me dis que je veux décrire, par exemple, une maison, un truc comme ça, en fait, je me rends compte du manque de vocabulaire que j'ai pour décrire les choses. C'est une fenêtre, quoi. Voilà. Des fois, c'est bien juste une fenêtre. Oui, ça suffit. Oui, mais je me rends compte quand même de la pauvreté, voilà, de mon flou. Ouais, Letty. Moi, en fait, je triche de fou, je me rends compte à chaque fois. Moi, les lieux, en fait, j'utilise beaucoup, beaucoup, beaucoup des lieux que je connais, en fait. Dans Le Serment, il y en a plein qui ont reconnu plein de trucs. Ça m'a fait d'ailleurs trop rire. Alors, c'est des lieux que j'ai vus en voyage, et du coup, ça m'aide de fou, en fait, à me projeter. Ouais. En fait, mais Chris, toi, dans ton roman qui se passe là où tu as grandi, tu vas pas me dire que tu as eu du mal à imaginer les lieux? Non, effectivement. Les lieux qui existent, non, effectivement, j'ai pas de mal à les imaginer. Il faut juste que je me les repère. Mais dès que j'imagine un truc, là, pour mon 3e roman, genre dans la maison, à un moment, il descend dans la cuisine, puis à un autre moment, il monte dans la cuisine. Je veux dire, j'ai vraiment un moment que j'arrive à fixer les choses les unes par rapport aux autres parce que la maison n'a pas d'existence concrète dans ma tête, en fait. Elle bouge sans arrêt, le couloir est jamais au même endroit, il monte, mais en fait, il y a un espace devant les chambres, mais finalement non, à une autre scène, parce que ça m'arrange moins. Et du coup, c'est dur après pour la cohérence. géographie se plie au scénario. Ouais. Je commence à mieux comprendre pourquoi tu voulais absolument faire un plan de notre histoire. Et moi, j'étais vraiment genre... Ah oui, non, mais si on écrit à 4 mains, c'est clair qu'il faut qu'on ait un plan, sinon laisse tomber. Les personnages, ils vont transplaner d'un bout à l'autre du truc. Ok. Est-ce qu'on a à peu près fait toutes les questions qu'on voulait aborder? Je sais que Léa, tu avais pris plein de notes et tout sur des choses à dire intéressantes. Est-ce qu'il y a des choses que tu veux rajouter? Parce qu'après, on va passer à notre dernière partie où on va lire chacune un extrait descriptif d'un livre et dire ce qui nous plaît dedans et essayer de voir un peu les techniques qui sont utilisées et pourquoi ça marche. Est-ce qu'avant ça, vous voulez ajouter des choses? Ouais, Laetitia. Oui, moi je voulais ajouter juste un petit truc que Léa a abordé, je crois, un petit peu tout à l'heure. Je pense qu'un truc qui est hyper important aussi dans les descriptions, c'est, comme tu disais, de se mettre un peu à la place du personnage. C'est-à-dire, quand c'est un personnage qui rentre dans une pièce, bon, ok, chacun va pas voir la même chose dans cette pièce et utiliser ton personnage. Par exemple, je sais pas, par exemple, si le mec c'est un mécanicien, peut-être que quand il va rentrer dans la pièce, il va voir, je sais pas, la poignée de la porte spécifiquement. C'est un exemple bateau, mais vous voyez ou qui va décrire les tableaux comme, j'en sais rien, qui va dire, ah, ça ressemble à des rouages. J'en sais rien. Mais en gros, ça, c'est un truc, je pense, qui peut être vachement utile. Si, comme Laure, tu disais, parfois, tu sais pas trop, le vocabulaire, tu sais pas trop. Ou quand vous hésitez entre deux mots qui sont des synonymes, vous dire lequel le personnage connaîtrait le mieux,
Voilà. D'ailleurs, ça, il y a un grand truc, vous avez sûrement... Il y a un peu une blague comme ça entre auteurs qui est... et tout le monde sait les fleurs. Enfin, tu vois, on est tous d'accord qu'on connaît la rose et la jonquille, quoi. Et les personnages des livres, ils connaissent tous la biodiversité à fond, quoi. Vous voyez ou pas? Ouais. C'est un peu... Voilà, c'est pas très réaliste, là, pour le coup. Ça, c'est vrai. Maintenant que j'y pense, c'est un autre conseil que j'ai vu dans une vidéo TikTok de Manon Fargeton, d'ailleurs. Elle a un super TikTok, pareil, avec des conseils d'écriture, si vous voulez aller y jeter un œil. Elle parlait justement des descriptions et elle disait, plutôt que de commencer justement en disant bonjour, je suis le héros, je me lève, je me regarde dans le miroir, je ressemble à ceci, cela, de distiller en fait un petit peu des éléments descriptifs par toutes petites touches au fur et à mesure des premiers chapitres. Par exemple, à un moment, elle se tourne et puis elle dit ah tiens, ma copine a des beaux cheveux bruns, j'aimerais tellement avoir des cheveux bouclés bruns comme elle, alors que les miens ils sont tout plats et fades. Voilà, ça donne déjà un petit indice. Un peu plus tard, elle prend un truc dans la poche de son jean, tiens, elle porte un jean. Voilà. Et dans les actions, dans les verbes de parole, dans plein d'autres choses, de glisser des tout petits éléments descriptifs qui permettent de construire petit à petit une image, sans commencer par elle est blonde, elle porte un jean, machin. Ouais, c'est un bon conseil. D'autres choses? Non? Alors allons-y. On a chacun notre petit livre. Vous avez choisi quoi comme livre d'abord? Ah, Alors Ouais, moi, je vais devinez. faire voter. Oh, bah, Parce que Vas-y, Marie, vas-y. j'hésite entre deux descriptions et Ah, vous t'hésites êtes... encore? Ouais, j'aime bien les deux en fait. Dans le même Ouais. livre ou pas? Non, c'est deux livres différents. Dans lesquels du coup? Alors du coup, j'ai D'or et d'oreiller de Flore Vesco et j'ai Magic Charlie de Audrey Alouette. Il y en a une, c'est une description de personnage et il y en a une, c'est une description météo. Voilà. Ah, météo, c'est bien. Parce que pareil, elle se leva le jour, machin, il y avait de l'orage, naninana. Ça en fait un peu partie des poncifs C'est de vrai. commencer une scène par de la description de la météo. J'avais jamais capté, Chris. Mais c'est vrai, maintenant que tu le dis. Ouais, c'est vrai que ça, c'est un Je m'étais jamais fait la réflexion. Mm. Bah, moi, je vote pour la scène météo. Après, je sais pas ce que vous en pensez, mais... Moi, c'est un personnage en plus. Moi, c'est une description de personnage. Ok. Donc, comme ça fera autre chose. Moi, vous voulez que je dise ce que c'est? Ouais. C'est Steam Sailors Mm. de Ellie Ah, Green. trop bien. Laure, t'as choisi quoi? Ouais, c'est le roman que je lis en ce moment, qui est trop beau. Ah, Waouh. Ouais, la couverture, elle est super belle avec les fleurs. Ça me plaît vraiment trop. Je sais pas si c'est purement descriptif, mais j'ai une description de forêt. Donc je me dis que ça passe. Hamnet, je le voyais partout en Irlande. Vraiment, il était absolument partout, dans les librairies. Ouais, franchement, Ah ouais il est vraiment super beau. Je le trouve hyper poétique. Ouais. Il a des ambiances hyper fortes. Voilà. Je sens que je vais un peu pleurer, mais c'est pas grave. Léa, t'as choisi quoi? Moi, j'ai choisi mon best boy. Hein. C'est Link de son roman. Le gars. Neil Gaiman, L'océan au bout du chemin. L'océan au bout du chemin. Voilà. Et moi, un livre dont je rebats les oreilles à tout le monde, Le chagrin du roi mort de Jean-Claude Ah. Monleva, que Laetitia m'a fait découvrir il y a quelques années. Eh ben, Marie, tu commences? Allez, c'est parti. Donc, c'est petite description météo qui vient de... Alors, je crois que c'est le tome 2 de Magic Charlie de Audrey Alouette, dont j'ai rebattu les oreilles de tout le monde ici, parce que j'adore cette série. Alors, c'est parti. Dans le sud de la France, le mois de novembre arrivait chaque année en défonçant la porte. C'est-à-dire que tout le monde se promenait en manches courtes, jusqu'au jour où le Mistral débarquait de sa lointaine Sibérie, posait d'un coup ses valises et chatouillait les gens sur leurs vêtements avec ses doigts venteux et indésirables. À ce moment, malgré l'insolent ciel bleu, il fallait multiplier les pullovers pour résister au froid. Voilà, petite description, pas trop longue. J'adore, C'est trop mignon. C'est trop bien. Bien. Il est trop malicieux, le vent, quoi. Ouais, et en fait, j'ai choisi cette description parce que c'est une description météo, donc qui peut potentiellement être un gros poncif, mais justement, il y a un peu ce ton du narrateur qui donne beaucoup de malice et beaucoup de vie, en fait, à ce qui pourrait être vraiment quelque chose d'assez plat. Et j'aime bien.
truc d'anthropomorphiser comme ça quelque chose d'inanimé, Ouais. le vent, la météo, ça marche trop bien. Ça crée tout de suite de l'action en fait dans la description, ça la met en mouvement, ça lui donne une âme. Ouais. Ouais. Super, j'adore cette description. Laetitia, tu nous lis ton passage? Alors, tout à fait. Donc moi, c'est une description, les descriptions d'un personnage. Il avait été à moitié défiguré par l'explosion d'un module similaire 15 ans en arrière. Ses cicatrices donnaient un aspect vitrifié à la peau de son bras et à la moitié gauche de son crâne où les cheveux ne poussaient plus. De l'autre côté, il portait les cheveux mi-longs d'un brun légèrement cuivré qu'il tressait pour ne pas les faire tremper dans la soupe. D'une sensibilité exceptionnelle pour un pirate, il supervisait la cuisine de façon experte, maniant le presse-purée avec un savoir-faire admirable, que ce soit pour les topinambours ou sur les doigts des otages. Elle continue un peu la description, mais là je l'ai coupée avant la fin, mais vous voyez un peu l'idée, quoi. Et ouais, je trouve que c'est difficile, enfin on en a parlé, mais d'écrire les personnages, c'est toujours un peu difficile. Et vous voyez, donc là, elle a pris, alors on est dans un univers de pirates, dans Steam Sailors, et on le voit direct en fait. Évidemment, il a des cicatrices. Ouais. Vous voyez, et en même temps, c'est hyper bien fait parce que en fait, on voit tout de suite un peu le personnage. Donc, il a les cheveux mi-longs pour ne pas les faire tremper dans la soupe, puisqu'en fait, c'est le cuisinier. Et la petite blague, évidemment, avec le presse-purée. Enfin, vous voyez, on voit tout de suite, je trouve qu'on voit bien le personnage, en fait, alors que là, je vous ai lu vraiment juste la moitié de la description, quoi. C'est un truc un peu steampunk aussi, nous, on est d'accord? Ouais, exactement. Sailors. Et je trouve on sent le côté steampunk, il a les cheveux cuivrés, de la couleur du cuivre. C'est un truc qui est vachement associé à ça. On parle de l'aspect vitrifié de sa peau, on parle de l'outil, enfin du presse-purée, mine de rien, c'est un truc avec pas des rouages, mais c'est un truc qui tourne et tout. Je trouve que direct, tu sens le truc steampunk aussi à travers la description. C'est trop bien fait. C'est ça, je trouve que voilà, elle écrit hyper bien. Donc moi, j'ai tout de suite pensé à ce livre en fait, et après j'ai cherché un truc qui spoilait pas. Ouais, là pareil, on décrit pas juste physiquement en fait le personnage, c'est qu'on le décrit aussi par ses habitudes. Il fait, ouais. Par sa manière d'être dans le monde, par ce qu'il aime, ce qu'il aime pas. Je trouve que les cheveux, pour qu'il ne trempe pas dans la soupe, ça dit tellement de choses. Ça dit qu'il est cuisinier, mais ça dit aussi une forme de... C'est un pirate, tu vois, il est censé s'en foutre, il est censé avoir de la saleté dans sa moustache et tout, et lui, il se les tresse pour pas que ça trempe dans la soupe, donc il a un côté délicat, et cette délicatesse que tu retrouves dans sa manière de torturer les gens. Enfin, on va faire une petite explication de texte, là. Ouais, j'aime bien le terme vitrifié. Je trouve que ça décrit très bien effectivement l'aspect de la peau qui a cicatrisé. J'avais jamais vu ça dans une description humaine. C'est bien. C'est le mouvement inverse après l'anthropomorphisation d'une chose inanimée. Là, c'est. Oui, c'est vrai. Ça, c'est un une technique qui est beaucoup moins répandue et qui peut être très efficace, effectivement. Ouais. Laure, tu nous lis un extrait de Hamnet. Ok. Alors, c'est un peu plus long. Je vais essayer de. Ouais. Vas-y. Il se racontait autrefois, dans la région, l'histoire d'une fille qui vivait à la lisière de la forêt. Les uns les autres, les gens se passaient ces mots. Avez-vous déjà entendu parler de cette fille qui vit à la lisière de la forêt, tandis qu'ils se réunissaient autour du feu, le soir, qu'ils pétrissaient la pâte, qu'ils démêlaient la laine avant de faire tourner le rouet. Il va de soi que de telles histoires font passer plus vite les soirées, font taire les enfants agités, font oublier leurs soucis aux gens. Une fille, donc, à la lisière de la forêt. Il y a dans cette première phrase une promesse du conteur à l'auditeur, comme un billet glissé dans une poche, un avertissement. Sitôt prononcé, quiconque se trouvait dans les parages tournait la tête, dressait l'oreille, tandis que dans les esprits se dessinait déjà l'image d'une fille se frayant un chemin à travers les arbres, ou immobile devant le grand mur vert d'une forêt. Et quelle forêt! Dense, verdoyante, sauvagement obstruée par le lierre et les ronces, ces arbres si serrés que des portions entières, disait-on, ne voyaient jamais la lumière. Pas un endroit où l'on voudrait se perdre, assurément. Cette forêt était sillonnée de sentiers vrillés, des sentiers capables de faire oublier aux promeneurs leur chemin, leurs intentions. Cette forêt était parcourue par une brise dont personne ne connaissait l'origine. Et dans certaines clairières, l'on pouvait aussi entendre de la musique, des murmures ou des voix qui soufflaient votre nom en disant « Par ici, viens ». Trop bien. J'adore. Ça, c'est un truc qu'on n'a pas dit. Ça peut paraître évident, mais c'est de ne pas utiliser que le sens visuel, mais de parler d'autres sens. Oui. Là, les murmures, les sons, éventuellement les odeurs, etc. Ça enrichit vachement une description.
Ça J'aime me bien fait aussi plaisir. le fait de parler du truc en parlant des gens qui parlent de la chose. Oui. Enfin, Ouais. j'aime bien cette idée. C'est pour introduire en fait la mère d'un des personnages principaux, enfin de la mère de Hamnet en fait, qui est clairement un personnage de sorcière. Comme ça, née un peu dans la forêt, un peu mystérieuse, à la lisière de ce petit hameau qui connaît les plantes et tout ça. Et j'adore toutes les images qu'elle distille dans le roman. Ouais, c'est une bonne technique, ça, effectivement, aussi, de ce que les gens disent sur Mm. un personnage, sur un lieu, etc., pour donner d'autres points de vue sur le personnage. Ouais. Excellent. Léa? Il reste moi. Alors, moi, c'est le chapitre 1, c'est l'incipit du roman. Donc, on ne sait rien de rien. Personne n'est venu à la fête de mon 7e anniversaire. Il y avait une table garnie de gelée et de petits gâteaux, un chapeau de cotillon auprès de chaque place et un gâteau d'anniversaire avec 7 bougies au centre de la table. Le gâteau était décoré d'un dessin de livre avec du glaçage. Ma mère, qui avait organisé la fête, m'a raconté qu'au dire de la dame de la pâtisserie, il n'avait encore jamais dessiné de livre sur un gâteau. Et qu'en général, pour les garçons, c'était des ballons de football ou des engins spatiaux. J'étais leur premier livre. Ça me fend le cœur. Ça m'a brisé le cœur. Ça me rappelle plein de traumas d'enfance. Je trouve qu'en quelques mots, tu comprends directement qui est le personnage principal. Enfin, juste à travers une belle description de table, tu comprends Déjà, c'est directement. une très belle première phrase. Ouais. Ouais. Voilà. Elle est Et très en plus, ouais, tu vois là, pour le coup, il y a un peu un effet liste de courses, on pourrait dire. Il y avait Oui. ceci, il y avait un gâteau, etc. Mais la première phrase qui donne le contexte rend cette liste, mais vraiment, ça te fend le cœur parce que tu vois chaque petit détail qui a été pensé, qui a été posé avec soin et tout, pour Voilà. que personne ne le voit. Et chaque détail supplémentaire te brise un peu plus le cœur. Oui. Ouais, c'est tout à fait Chris. J'avais même pas pensé à ça, mais t'as grave raison. C'est vrai. Mais du coup, là, c'est hyper. En fait, c'est tout l'inverse. Du coup, c'est hyper maîtrisé, c'est fait exprès. Oui. Et du coup, Tu vois vraiment le petit garçon qui regarde les bras ballants, chaque détail. Ouais. Et tout de suite, tu aimes beaucoup ce personnage. Oui. Un truc d'empathie immédiat en fait avec le personnage. Surtout si t'aimes les livres, tu t'identifies direct avec les Ouais. J'aurais voulu un livre sur mon gâteau d'anniversaire. Et ce qui est très fort, c'est que du coup, il décrit tout de suite, enfin, il décrit pas le personnage, mais il le caractérise en décrivant complètement autre chose. Ça, c'est ça que j'ai trouvé hyper fort, c'est que tu cernes direct qui va être ton personnage principal, alors que tu sais rien de lui physiquement. Enfin, voilà. Ouais. Donc, c'était dans L'océan au bout du chemin de Neil Gaiman. Ouais. Et donc, moi, je vais vous lire un extrait du Chagrin du roi mort, qui est un de mes passages favoris de tous les temps, je pense. C'est une scène après un assassinat. Donc, une scène de crime. Je vais vous lire 2 petits extraits qui sont quelques lignes. La scène du crime et après ce qui se passe, enfin, la scène après le crime. La scène est étonnamment silencieuse. Les coups pleuvent, lacèrent le cuir des vêtements et celui de la peau, le sang goutte sur la neige. On n'entend que le halètement sourd des assassins qui frappent, méthodiques, et la plainte étouffée des 2 qui meurent. Pendant des heures, il ne se passe plus rien dans le creux où gisent Iwan, le fils du roi Olund, et son serviteur Arpius. Puis la nuit venue, la neige se met à tomber épaisse. Elle recouvre les traces de la lutte et celles des chevaux. Il ne reste bientôt que les 2 corps inertes enfouis dessous. Ces 2 hommes ont été attaqués par l'ours. Voyez ses griffures. Il sera descendu de la montagne. C'est la faim qui l'aura poussé. Ça me fout des frissons chaque fois que je lis ce passage, parce que je trouve qu'à la fois, d'abord, on a une scène de crime qui est en fait immobile, qui est comme un tableau. C'est le sang goutte sur la neige, le halètement sourd des assassins, c'est très silencieux, très immobile. Et la scène d'après, je trouve elle est glaçante parce que avec ce futur-là, cette espèce d'anticipation, vous voyez ces griffures, ces 2 hommes ont été attaqués par l'ours, il sera descendu de la montagne, c'est la faim qui l'aura poussé. En fait, ça anticipe déjà ce que vont dire les assassins pour s'excuser. Et avec juste cette neige qui continue de tomber et la vie qui va continuer ailleurs, en fait, avec des fausses excuses pour masquer ce crime. Enfin, je sais pas, moi, ce passage-là, j'ai du mal à l'expliquer parce qu'il me fait quelque chose de profond à chaque fois que je le lis, alors qu'il est assez simple. Mais je trouve que c'est la magie de Jean-Claude Morleva
d'arriver à dresser des ambiances comme ça en 3 phrases. J'avais failli prendre un passage de La Rivière à l'envers, moi, pour. Ah. Mm. Bah, très Parce grand que auteur, hein. Jean-Claude Ah oui. Monleva, il a reçu Ouais, le prix Astrid Lindgren il y a 3 ans, je pense, qui est le prix Nobel de littérature jeunesse, en fait. Mm. Donc, si vous l'avez Ouais. jamais lu, allez-y. Ouais. Tous ces romans sont bien. Ouais. Et pour le coup, ces descriptions masterclass à chaque fois. Ouais. Et puis très simples en fait. Elles sont très simples et très. Elles font quelque chose. Ouais, je suis d'accord. Ça me fait penser, bah, du coup, c'est marrant, là, moi, je viens de lire le dernier roman d'Anne-Laure Bondou. Ouais. Et il y a une scène, du coup, là, qui m'est revenue en tête, où elle fait un peu ce que tu as dit, une description un peu froide. Et c'est marrant, c'est aussi un crime, en fait. Et c'est pareil, je crois qu'elle parle vraiment, genre, de la lame. Enfin, c'est pareil, ça m'a fait un peu penser à ça, c'est drôle. Mm. Bref. Mais c'est vrai que ça, c'est une technique qui est intéressante quand il y a une scène d'action très, justement, très violente peut-être, ou très, très, très émouvante, de la décrire. Enfin, au lieu d'en faire une scène d'action, d'en faire une scène de description Ouais. froide, immobile. Et je trouve le contraste entre la violence du crime et le calme de la description amplifie encore le côté glaçant, quoi. Ouais. Il y a une scène, tu disais que cette scène, elle te foutait des frissons à Mm. chaque fois que tu la lisais, Chris. Moi, j'ai une scène qui correspond exactement à cette description et qui me fout des frissons à chaque fois que je la lis. C'est la mort de Lee dans À la croisée des mondes. Désolée pour l'énorme spoil, mais à la fois, je pense qu'il y a prescription. Et c'est une scène horrible, franchement, où il meurt dans d'atroces souffrances et c'est décrit de manière hyper calme et détachée. Et enfin, la dissonance entre la manière dont il choisit de décrire et l'horreur de ce que le personnage est en train de vivre est à la fois extrêmement poétique et il renforce ce côté d'horrible injustice. Enfin, je la trouve très belle aussi et ouais, un peu masterclass aussi. Ça me rappelle ça, ce que vous dites. Oui, c'est vrai que c'est assez fort en fait d'avoir ce truc de dire je vais pas aller dans l'excès de détails Ouais. et de pathos, mais je vais vraiment prendre le contre-pied. Ouais. Ouais, c'est une bonne technique. Bon, de toute façon, on n'aura jamais fait le tour de ce sujet, je pense. La description, elle est absolument partout dans un roman et elle est vitale, en fait, hein, au roman. Mais ce qui peut être intéressant, c'est aussi quand on lit, de se dire à la fin d'un roman, genre, qu'est-ce que je retiens comme image? Qu'est-ce que je retiens et peut-être d'essayer de retrouver un peu dans le roman les passages qui ont créé ces images en nous. Peut-être qu'en fait, c'est des images qui sortent juste de notre imagination avec 2-3 éléments. J'ai pas fait encore cet exercice, mais c'est intéressant à faire, je pense. Mm. Puis moi, c'est l'exercice que j'ai essayé de faire pour retrouver des descriptions. Moi, je pensais au livre de Perles avec les descriptions des guimauves. Ah ouais. Et en fait, c'est 3 lignes. Ouais. Alors que moi, dans ma tête, c'était vraiment, il y avait toute une page description des guimauves et tout. En fait, c'est très rare, c'est juste les bons adjectifs au bon endroit et tout. Du coup, j'étais là, bon, bah, du coup, pas le livre de Perles. Mais Ouais. ouais, des fois, ça prend plus de place dans nos souvenirs que sur le papier. Oui, c'est ça. Et je pense un truc qu'on a effectivement pas dit tant que ça, parce que là, on s'est concentré sur les descriptions qui font quelques lignes. Mais en fait, t'as raison et vous avez raison. Il y en a partout. Moi, c'est pareil. Dans Steam Sailor, j'ai mis un peu longtemps à trouver. Parce qu'en fait, moi, pareil, j'avais des images hyper fortes de Steam Sailors quand même et l'impression d'avoir été marquée par d'exceptionnelles descriptions. Et en fait, c'est beaucoup dans les. Comme tu dis, dans une ligne de dialogue. Enfin, c'est. Ouais. Ouais, Tu vois, c'est une image au moment. j'ai ouvert au pif, tu vois. Rugy, une voix grave perdue dans la vapeur. C'est Ouais. trop marrant. Enfin, tu vois, genre, c'est une phrase, genre pris au pif dans le livre. Et c'est pas une description. Enfin, vous voyez ce que je sens, c'est. C'est une image, quoi, mais ça décrit quand même quelque chose. Ouais. Ouais. Ah oui, d'ailleurs, un écueil auquel je pense, tu as dit ligne de dialogue, mais je pense qu'il faut éviter de faire décrire les choses aux personnages s'il n'y a pas de raison pour ça. Oh, fais-moi donc voir. Genre, donne-moi le sel qui est posé sur la table à côté de l'huile d'olive. Ça, c'est un peu comme toujours le infodump dans les dialogues dits par les personnages, ça sonne rarement très naturel. Oui, puis quand bien même on dirait ça dans la vraie vie, c'est pas très intéressant. Là, j'ai vraiment pris un exemple parfaitement inintéressant. Enfin bref, est-ce qu'on a un mot à donner à nos auditeurs pour la fin du podcast? Crisco. Crisco. Oui, c'est hyper drôle en vrai. Crisco. Ou alors on peut mettre un petit emoji de loupe pour chercher le mot, le bon synonyme. Synonyme, sinon. Ouais. Ou serpenté. Tu l'as dit beaucoup. Serpenté, on l'a pas mal dit, ouais. Ou un petit emoji de serpent.
Ah ouais, très bien. Ok, si vous nous avez écoutés jusqu'au bout, mettez dans votre commentaire le mot serpenté ou juste un petit emoji de serpent. On saura que vous nous avez écoutés pendant plus d'1 heure. Et merci beaucoup de nous écouter. Merci pour votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter et c'est trop cool. Encore une fois, n'oubliez pas de partager ces épisodes à d'autres auteurs, des gens qui écrivent, ça pourrait les intéresser. N'oubliez pas de mettre un petit like, un petit commentaire, ça permet vraiment de faire remonter le podcast là où vous l'écoutez, ou des étoiles, ou que sais-je. Merci encore les filles d'avoir été avec moi pour cet épisode, pour l'enregistrement. Et on se retrouve début novembre pour l'épisode 18 du club où on discute d'écriture sans filtre. Salut! Salut! Salut!